Bonjour Dolores. Bonjour Clermont. C'est pas la première fois que ça m'arrive, mais prise 2. Ah oui, mais l'important, c'est le moment présent ensemble qu'on est là. Oui. L'expérience de reprendre et surtout amusante, c'est tout. Ben oui, c'est ça, puis c'est le but aussi dans ces interviews-là. Dolores, quand je t'ai envoyé les messages pour l'ouverture de conscience, parler de ces choses-là, qu'est-ce que ça t'a dit? On se connaissait pas, là, tu m'avais jamais vu, puis... Non, on se connaissait pas, mais là, on commence à se connaître parce que ça fait un petit bout qu'on passe ensemble. Alors oui, qu'est-ce que ça m'a dit? Une opportunité de partager mon expérience qui peut aider d'autres personnes aussi, tout simplement. Et leur donner de l'espoir, parce qu'il y a eu des bouts pas faciles à travers ma vie. Et j'en suis sortie, bon, j'avance là-dedans. Et aussi dans mes créations, la fondation de l'Institut et tout ça. Je dirais que beaucoup de gens parlent d'accomplir une mission, si on peut dire. Si demain, j'étais plus là, je pense que je sens profondément à l'intérieur de moi que j'ai réussi à répondre aux attentes de mon âme. Peux-tu dire ça? Je vois tu parles d'Institut, l'Institut Dolores Lamarre, un centre alternatif de santé. Tu fais de la formation, des soins et du lâcher-prise. Beaucoup de lâcher-prise. En plus, tu es auteur, conférencière, formatrice en naturothérapie, formatrice en programmation SEM, puis maître enseignant Reiki en Usui. En Usui et Karuna. OK. Le SEM. Oui. Peux-tu me reparler de ça? Alors, je disais SEM, qui veut dire Système d'aide et d'intervention en médecine énergétique. En fait, SEM, je dirais que c'est la base, c'est devenu, avec le temps, la base de l'Institut ici. L'Institut étant une école, un centre de développement personnel, il y a deux volets. Un volet développement personnel, puis un volet médecine énergétique. Commençons par ça. Dans le volet développement personnel, alors on va retrouver des cours comme lâcher prise, des cours sur l'équilibre personnel, bon, des choses qui vont aider la personne à traverser des passages dans la vie de tous les jours. Des fois, on a besoin de réfléchir et on a besoin surtout d'outils. Alors les cours, c'est pas juste de venir chercher de la connaissance, mais c'est quelque chose qui va nous aider à mieux nous connaître, d'accord, mais qui va nous donner des outils pour traverser les ponts. Puis quelque chose qu'on peut prendre toute notre vie dans le fond. Alors ça, c'est de ce côté-là. Ensuite, le volet médecine énergétique, ben, il y a la formation SEM, par exemple. C'est un programme que j'ai créé, que j'ai mis en place depuis 2003, qui est reconnu au niveau gouvernement et aussi accrédité par RITMA. Donc, à un niveau professionnel, je dirais, comme intervenant en médecine énergétique, c'est former des intervenants en médecine énergétique, mais dans une structure et un cadre qui peuvent leur permettre d'œuvrer ensuite, de s'ouvrir un cabinet, d'avoir des assurances professionnelles et de aussi continuer à s'améliorer au niveau de leur perfectionnement. Et la base, par exemple, c'est toujours du travail sur soi. Dans la médecine énergétique, le volet de l'Institut, on retrouve aussi bien sûr les formations de Reiki, qui est quelque chose de très doux, et qui est entré dans ma vie en 1992 et que je savoure encore aujourd'hui. D'ailleurs, c'est très bon pour les petits-enfants, les bébés, même les animaux, les personnes en fin de vie. C'est un bel accompagnement, je dirais, très simple. Et bon, d'autres formations, sur le site, les gens peuvent aller voir. Et disons qu'il y a un volet développement personnel et un volet qui est plus médecine énergétique, et c'est là que SEM est le pilier de ce volet-là. OK. Il est venu au monde suite à une inspiration. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Ouais. Et toi qui étais infirmière, qui était dans la structure, comment tu étais éveillée au côté énergétique? Oui. C'est au début des années 90, il m'est arrivé des événements malheureux, un arrière de l'autre, et qui fait que sur quelques mois, j'ai tout perdu dans ma vie matérielle, émotif, mental, tout ça. Il a passé ma santé, mon équilibre personnel. Et j'ai eu à rechoisir la vie à ce moment-là pour continuer. Mais rechoisir la vie, ce sont des mots, mais comment on peut rechoisir la vie? Alors, j'ai beau le dire dans ma tête, mais comment je peux
à l'intérieur, laisser cette vie prendre sa place. Et dans cette réflexion-là, je me suis aperçue que, en fait, je n'avais jamais vraiment vécu de ce que moi j'appelle l'intensité de vivre avec un V majuscule, qui n'a rien à voir avec s'envoyer en l'air et tout ça. C'est être aligné, corps, âme et esprit, puis se réaliser à travers de ça et sentir le bonheur aussi en soi. Je dirais même le sentir dans des moments où des fois c'est pas toujours facile. Et alors dans ce passage-là, j'ai eu l'aide de la médecine énergétique. Bon oui, tu l'as dit, j'ai infirmière et j'ai le même cadre pour finir ma carrière. C'est ce que j'étais à ce moment-là. Un cadre, une directrice des soins infirmier pour la congrégation des Sœurs de Notre-Dame. Et là, il m'arrive cette perte de détachement qui frappe à ma porte. Et comme tout le monde, je ne veux pas me détacher, donc j'exerce un contrôle pour essayer de tout tenir ça. Mais quand la vie décide qu'il y en est autrement, vaut mieux lâcher prise. Mais je ne savais pas qu'est-ce que c'était le lâcher prise, je ne connaissais pas ça. Au début des années 90, on ne parlait pas de ça, hein, c'est certain. Alors, est venu sur ma route des belles personnes qui étaient bien ancrées, bien structurées et qui m'ont offert un soutien énergétique. J'ai trouvé ça étonnant. D'abord, j'étais très sceptique. J'avais peur des gourous, puis je me demandais si c'était pas sectaire, et non. Bon, on a commencé par m'offrir justement des soins en Reiki, et j'ai été vraiment étonnée du calme et ce que ça se produisait à l'intérieur de moi, un mieux-être presque spontané. Donc, si à l'intérieur, on arrête d'être fébrile, on peut voir clair mieux, on peut réfléchir mieux, tout devient plus clair aussi, et on respire physiquement mieux aussi. Alors, l'infirmière en moi était intriguée, étonnée, intriguée. Tout ça m'a amené aussi à la rencontre du Tai Chi, du Qigong, du Siddha Yoga, qui est je dirais une pratique qui vient de l'Inde. Et dans cette pratique-là, entre autres, on travaille avec le mantra Om Namah Shivaya, mais aussi avec des chants sacrés. Et moi, ça me parlait, parce que je suis quelqu'un qui a toujours chantonné depuis que je suis enfant. Je pense que ça a été pour moi une façon, le chant, de passer parfois des moments difficiles en chantant, bien sûr. Alors, depuis le temps, le son et le chant ont pris une place importante dans ma vie, je dirais même à travers l'école, ici, l'enseignement. Et ce voyage-là, à l'intérieur de moi, m'a permis de mieux me connaître, mais le fait d'être intriguée m'a arrêté sur le mot énergie. Et je voulais découvrir, mais qu'est-ce qui fait que ça me fait du bien? C'est quoi? Il n'y a rien de palpable là, qui est là. Oui, il n'y a pas de pilule, il n'y a pas de... C'est ça. Alors, avant d'arriver au système SEM, il y a eu comme ce préambule de ma vie pendant plusieurs années, où il y a eu des grands changements à l'intérieur de moi. J'ai fait des expériences, je dirais, mystiques et mystérieuses qu'on ne peut pas nécessairement expliquer. Peux-tu me l'expliquer? Par exemple... Mystérieuse, tu veux dire quoi? Oui, je vivais des expériences où... Aujourd'hui, je peux mettre un peu des mots là-dessus. J'avais comme une clairaudience, un clair-senti, une forme de clairvoyance qui s'éveillait en moi. Mais c'est un vocabulaire que je ne connaissais pas. Donc, me portait à m'analyser beaucoup, m'assurer que j'étais stable, que j'étais pas dans la folie. Et ça m'arrivait aussi dans des moments de la nuit où, comme une voix qui me parlait, mais très, très doucement, qui m'enseignait des choses. Et ça me faisait énormément de bien. Même, ça m'aidait à me guider dans ma vie de tous les jours, tout doucement. Comme si on m'avait pris par la main et on m'accompagnait. Alors, bien sûr, l'expérience s'est développée. Puis, moi, je suis quelqu'un de très discipliné. Alors, j'avais une discipline de méditation à tous les jours. La méditation, on peut en parler parce qu'on peut avoir, selon les ondes cérébrales, on peut penser qu'on est en méditation, mais on est en état de relaxation, hein, ce qui est différent, ou en contemplation. Bon. Alors, j'ai eu le bonheur d'être introduite à la méditation par un swami, c'est un prêtre indien, si on veut,
qui nous a fait vivre directement live, je dirais, l'expérience de la méditation. Et ça, il nous avait dit, plus jamais tu vas oublier cette expérience. Alors tu vas pouvoir reconnaître quand tu n'es pas dans la méditation, que tu es dans un état de relaxation ou de détente. Et c'est tout à fait vrai, parce que ça est arrivé dans ma vie en 92. Et ça a été les premiers balbutiements de la méditation pour moi. Alors la méditation m'a aidé énormément. Dans les expériences qui me sont arrivées, bien sûr, je parlais de ces voix. Il y avait c'est comme si quelque chose qui m'habitait, qui me parlait surtout la nuit, comme je disais, et qui me guidait. Mais ça m'a amené à développer un processus de canalisation. Donc, on appelle ça en channeling en anglais. Donc, un canal pour recevoir, je dirais, une fréquence, une énergie d'amour, de lumière, de paix. J'ai été très sceptique, mais en même temps, il y avait une force à l'intérieur de moi, comme si on me disait « fais confiance, développe la confiance, réapprends la confiance ». Parce qu'ayant été seule à partir de l'âge de 15 ans dans ma vie, bien sûr, j'ai rencontré des super belles personnes et des modèles qui m'ont aidée, mais j'étais quand même sans famille, sans entourage immédiat. J'ai fait des choix qui ont été, bon, je veux dire, dans ma vie à moi, peut-être les bons choix, dans d'autres moments, des choix plus difficiles. Mais tout ça m'a amené à pouvoir développer en moi aussi une énorme confiance par rapport à l'insécurité qui était présente. Donc l'expérience que je parle mystique, mystérieuse, était comme une école de mystère dans laquelle on me réapprenait à faire confiance à la vie, à moi. J'avais fait confiance beaucoup aux autres dans ma vie. Malheureusement, des fois, il n'y a pas toujours des expériences agréables là-dedans parce qu'il y a la confiance éclairée et la confiance aveugle. Moi, j'avais une confiance aveugle. Alors, on m'a enseigné la confiance éclairée. Tu as acheté des lunettes depuis ce temps-là? Oui, des belles lunettes soleil, parce que le soleil, ça éclaire. Et bon, je suis entrée, j'ai avancé tout doucement, puis je me suis bien rendu compte qu'il y avait aussi d'autres personnes sur la planète qui avaient ces capacités. Alors, j'ai découvert qu'il y avait des capacités naturelles en moi de recevoir ces communications-là. Et pendant des années, elles m'ont servi à moi-même pour me stabiliser, m'aider. Et plus tard, j'ai commencé à donner aussi des enseignements, des rencontres de groupe, des guidances privées, mais jamais pour dire tu tournes à gauche, tu tournes à droite. C'était vraiment des moments de rencontre avec l'âme. C'était l'âme qui parlait, que je vais dire ça comme ça. Et à travers ce chemin-là, j'ai commencé à aller faire des voyages ateliers dans le monde. J'ai 7 ans avec les Mayas, une couple de fois par année, les Incas, le Pérou, mais il y a eu l'Inde qui a été dans mes débuts, donc un endroit qui m'a enrichi beaucoup. Hein, on regarde l'Inde, on peut dire c'est nu l'Inde, c'est quoi? C'est tellement riche, c'est extraordinaire. J'ai rencontré Dalai Lama à ce moment-là. Moi, j'étais 2 fois en Inde, c'est arrivé 2 fois. Et ensuite, je suis partie pour l'Égypte. Et là, quand je suis arrivée à l'Égypte, j'étais dans l'avion et je ne savais pas que j'étais dans le champ énergétique déjà, qu'on arrivait au Caire. Et j'ai senti une émotion énorme à l'intérieur de moi. Puis ça me disait 2400 quelques années. C'est comme j'ai eu un feeling, je me suis dit, ah, ça fait longtemps que je ne suis pas venue ici, moi. Non, mais en même temps, je peux toujours dire que la fille rationnelle est présente en moi. Hein. C'est drôle que tu dises ça, parce que des fois, je rencontre des gens, ils me disent « Hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Ouais, c'est ça. La dernière fois, ça fait 2000 ans. Alors, c'est ça, comme je dis, il y a une partie rationnelle en moi qui est toujours présente. J'ai appris à vivre avec ces parties de moi, puis à les observer, puis à toujours bien m'ancrer, me ramener dans mon corps, dans ma structure, dans ma tête, mais aussi de laisser de la place à ce qui est à l'intérieur de soi, qui est le plus important, je pense. Hein, quelqu'un a dit, l'essentiel est invisible aux yeux, hein, c'est ça, il est visible que, dans les yeux du cœur, et c'est donc vrai, c'est pas un cliché, non?
Alors, je suis arrivée en Égypte, ça a été un coup d'amour. J'ai pas embrassé la terre et ça a tout pris parce que les policiers qui étaient là, les gardiens, se seraient posé des questions. Mais je suis arrivée en Égypte comme j'arrive à la maison. Enfin, j'arrive à la maison. Ah ouais. Et ça, on était en 2000 et j'ai eu la chance d'aller dans la Grande Pyramide, de vivre quelque chose d'extraordinaire. Je dirais oui, une initiation avec le groupe de personnes qui m'accompagnaient, que je suis allée. C'est des années après que j'ai analysé et revu ce parcours de plusieurs années, parce que je suis allée 7 fois. Et là, j'ai pu saisir le sens de ces voyages-là encore plus profondément et ce que j'avais reçu. Hier soir, on avait une réunion pour le programme SEM, justement, ici, puis j'expliquais que dans les terres d'Égypte, si on se place en état d'ouverture, de réceptivité, on est dans le cœur, on enlève le mental, on se prépare énergétiquement avant d'aller au voyage. Chaque passage, chaque temple a son enseignement. Comme s'il l'inscrit dans notre structure, comme si on devenait comme une bibliothèque vivante et qu'on avait oublié que c'était là. Et là, ça nous met des chapitres. Hein? Puis là, après, on fait le voyage, on revient à la maison, la vie continue. À un moment donné, quelques mois, quelques années après, il y a de ces chapitres-là, de ces livres-là qui nous amènent nous inspirent, je dirais, à passer à l'action dans telle chose, ou à changer une direction. C'est ça qui m'est arrivé avec le système SEM. Au cours, rendu au deuxième voyage en 2002, au retour de ce voyage-là, j'ai senti fort en dedans de créer une école pour former des intervenants en médecine énergétique. Qu'est-ce qui m'a amené là? C'est que dans mon parcours personnel, j'ai rencontré des super belles personnes qui travaillaient en médecine énergétique, mais il y en avait là-dedans qui avaient terriblement un bon vouloir, mais ils pouvaient se déstabiliser eux-mêmes en voulant sauver l'autre, parce que des fois, c'était plus sauver que oui, parce que l'autre voulait peut-être pas nécessairement s'en sortir aussi. Ouais. Bon. J'avais observé des choses comme ça, puis je me disais, ouais, c'est merveilleux. Moi, je suis une soignante naturelle, comme infirmière. Alors, c'est merveilleux soigner. En médecine énergétique, j'apprécierais énormément soigner, mais qu'est-ce que soigner prend comme sens? Par médecine énergétique? Ben, c'est-à-dire, la médecine énergétique, aujourd'hui, c'est un vocabulaire qui est plus courant. Le mot médecine est très ancien. Hein, il est associé à soins aussi. Mais ça n'a pas rapport avec la médecine. Il n'est pas réservé à la médecine traditionnelle. Okay. C'est un mot. Hein, c'est soigner. Donc, on peut soigner par la médecine traditionnelle et on peut soigner, comme les anciens aussi, par différentes pratiques alternatives. Okay. Et c'est ça, ici à l'Institut, c'est un pont entre les deux médecines. J'ai eu la chance d'être infirmière. Je suis entourée aussi de mes formatrices et formateurs, dont la majorité sont dans des professionnels de la santé. Soit des infirmières, des pharmaciens, qui comme moi, ont envie de soigner, d'apporter à l'autre un meilleur. Ouais. C'est ça que je voulais voir clairement en allant dans le monde, comment les vieilles civilisations chez les Incas, les Mayas, les Indiens en Inde, les Hindous, c'est-à-dire les Grecs, les Égyptiens, ça m'intriguait. Il y avait quelque chose qui m'appelait là, puis qui me disait qu'eux autres, ils travaillaient avec l'énergie probablement il y a longtemps. Mais je me suis aperçue qu'aujourd'hui, c'est plus comme avant. Bon, dans tous ces pays-là, il y a eu l'industrialisation, a fait quand même, puis bon, aujourd'hui avec Internet et tout ça, mais il y aura toujours dans tous ces pays-là un maître, en quelque part, qui est prêt à te rencontrer, à t'initier. Un vrai maître, là, je parle pas des gourous de rue, mais en passant, le mot gourou veut dire, il y a 2 syllabes qui veut dire celui qui dit sous l'ombre pour que la lumière soit. Alors ça, c'est la vraie définition du mot gourou. Ici, en Occident, on en a fait quand même un mot utilisé là, négativement, mais si on reprend ce mot-là dans son contexte principal, comme en Inde, c'est rencontrer ce genre de maître-là, des yogis, et tout ça, des enseignants purs, ça va nous aider à l'intérieur de nous autres. Donc, je voulais comprendre, mais j'ai vite décroché du comprendre, parce que j'avais besoin de sentir, j'avais passé ma vie à comprendre.
passage-là, j'avais besoin de décrocher du comprendre, sentir, aller dans l'hémisphère droit, puis après revenir en équilibre avec ça. Okay. Alors, en 2002, j'ai senti cet élan de créer cette formation-là. Et il faut dire aussi une petite parenthèse que au début des années 90, quand j'avais tout perdu, je me suis retrouvée quelques jours avec Marie-Lise Labonté, que tu connais certainement. Ouais. Et je pense que la présence avec Marie-Lise et les anges Xéda à l'époque, juste de ces quelques jours-là, nous ont donné une union de force ensemble. Et moi, ça a contribué aussi à nourrir à l'intérieur ce que j'appelle l'éveil, en même temps que le Reiki, le Siddha Yoga et toutes ces choses-là, mes pratiques spirituelles qui sont aussi encore dans ma vie aujourd'hui. Et bon, alors, en revenant en 2002, j'ai écrit ce programme de façon, je dirais, inspirée, un programme pour une école vraiment, où on forme des intervenants pendant 1 an. Il y a un programme de formateur, il y a un programme de maîtrise aussi au programme SEM pour pouvoir administrer ce programme-là, mais dans le cadre d'une structure. Alors, une structure ne veut pas dire une rigidité. Donc, il y a un encadrement dans le programme, mais à l'intérieur, lorsque les étudiants commencent à intégrer la méthode, donc il y a une souplesse pour pouvoir travailler. Donc, ça répond aux besoins de ceux qui aiment faire tout en étant guidés, ce qui, selon moi, peut être à un moment donné désavantageux pour eux-mêmes parce qu'ils peuvent se nuire à eux-mêmes dans leur structure. Et peut-être, bon, on ne sait pas, ça peut être mieux des fois quand on est plus ancré et on suit quand même une méthode, mais en même temps avec une souplesse qu'il y a dedans. Alors, système, donc j'ai pris des éléments qui étaient déjà dans ma vie, des acquis. Bien sûr, à partir de ma formation d'infirmière, j'ai amené des choses. On n'a pas besoin d'être infirmière pour être intervenant, là, en passant, mais j'ai œuvré beaucoup dans les comités, aussi les comités de perfectionnement, les comités où il y avait de la structure, les organisations au sein du réseau de la santé, tout ça. Donc, je me suis servi de mon bagage. J'ai pris des éléments aussi, 1 ou 2, en ceci, en cela, de mon parcours. Je les ai mis ensemble sous une guidance. Et je dirais qu'à travers mon canal, ils ont été initiés. SEM est une formation initiée comme le Reiki. Cette énergie-là, cette énergie-là, cette lumière-là, moi je l'ai reçue en Égypte. Et ça me fait vibrer beaucoup dans le cœur, il y a beaucoup d'amour. Juste en haut de ma tête, il y a Isis et Thoth qui sont là. J'ai une passion pour l'histoire ancienne égyptienne, mais j'ai fait aussi des liens entre les vieilles civilisations. J'ai étudié le culte du soleil et tout ça. Puis il y a des choses qui se recoupent assez intéressantes. Alors je m'étais aperçue que tout ça faisait un sens et donc j'ai amené mes connaissances en demeurant ouverte à en recevoir bien sûr et j'ai humblement créé le cours de SEM, mais je l'ai mis dans le tiroir. Donc, c'était comme le contenant. Puis je me disais, je sentais une poussée à mettre ça en place, mais j'avais peur. On était en 2002 et c'était comme si, c'est-à-dire en 2001, quand j'ai écrit les rudiments de base, j'avais peur d'être jugée. J'avais peur de ne pas être à la bonne place aussi et de faire du tort aux autres. Je me disais, je suis qui, moi, la petite fille de la Gaspésie, pour créer une formation et dire j'ouvre une école parce que déjà depuis 1995, moi je donnais des soins, j'avais créé mon entreprise qui s'appelait Shakti Santé à l'époque et tout ça. Alors j'avais commencé à donner des cours de lâcher prise parce que j'ai écrit mon premier livre, Le temps de lâcher prise en 98, c'est un best-seller, j'en ai 2 qui sont best-sellers. Comme Windows. Puis c'est ça. Et j'avais des gens qui venaient dans les ateliers et à un moment donné, j'ai commencé à leur parler de cette formation-là, puis il y avait un intérêt. Un intérêt qui était assez... je pense qu'eux autres avaient plus d'intérêt que moi, parce que moi, j'étais un peu dans ma peur du lâcher-prise, justement, d'ouvrir ça. Et j'ai décidé, j'ai dit d'accord, j'ouvre un cours de septembre à juin, mais j'ai aucune idée du contenu vraiment. Et un cours après l'autre, à chaque fois,
durant les nuits. J'ai tout écrit mon cours durant les nuits, durant cette année-là. Si tu D'un cours à l'autre, ça, oui. Et je le donnais seul, je faisais la supervision des soins, j'accompagnais les étudiants là-dedans. Le premier groupe, j'ai eu 14 personnes, 7 hommes et 7 femmes. Ah ouais. Ça a été une année merveilleuse où on a découvert ensemble. Moi je les appelle la Ligue du Vieux Poil. C'est mon peuple fondateur de SEM comme étudiant, les pionniers. Hein, c'est ouais. comme, et c'est ça, le cours a démarré comme ça. Et dans l'année, j'ai vu des transformations des personnes. Il y a 3 initiations dans l'année, tout ça. Alors, bien sûr, j'ai continué. Alors, aujourd'hui, on est rendu au 21e groupe. Et regarde, je viens de réaliser 21e groupe. Il y a eu des groupes d'hiver aussi de septembre à juin ou de janvier à novembre. Les groupes d'hiver sont pas réguliers. Des fois, ils s'intercalent dans les autres là, selon les années et les besoins. Et c'est vraiment un programme pour venir en aide aux personnes. Donc, système, je viens de l'expliquer, d'aide. Je me suis aperçue dans mon parcours que beaucoup de gens voulaient sauver. J'étais la première au lieu d'aider. Bourreau, victime, sauveur. Oui, donc on a besoin d'apprendre à être un bon aidant pour travailler en médecine énergétique et enlever le sauveur en soi. Et ensuite, d'intervention, système d'aide et d'intervention, donc d'intervenir. Pas n'importe comment, intervenir d'une façon solide. D'abord, c'est nous l'outil en premier, donc être bien structuré, les 2 pieds à terre et tout ça. Et aussi d'apporter à l'autre son meilleur par des outils, de la connaissance pour qu'il s'aide aussi, parce qu'il faut apprendre à l'autre à manger. Donc, on va l'aider à se connaître, mais des outils pour qu'ils se connaissent encore mieux. Et aussi les soins, bien sûr, parce que SEM, c'est un système d'apprentissage dans lequel il y a des soins en médecine énergétique qu'on peut offrir avec un plan de soins. Bon, c'est structuré. Système d'aide et d'intervention en médecine énergétique. Médecine, on en a parlé tantôt. Énergétique, j'en parle depuis plusieurs minutes. Donc, SEM, c'est un programme dans lequel je vis beaucoup de bonheur et l'équipe de formateurs qui me suit depuis des années aussi. C'est vraiment pour l'Institut quelque chose, un pilier qui est très présent. Alors c'est un peu clairement ce que j'aurais à te dire sur le programme de SEM, puis de toute manière, c'est une passion pour moi. Aurais-tu des anecdotes au niveau de... Tu parles du programme, des formations, de ceux qui ont suivi ça, mais j'imagine que ces gens-là, sont allés vers des personnes qui avaient besoin. Tu veux dire vers leurs clients? Oui, les clients, t'as-tu des anecdotes, des gens qui ont changé leur vie ou... Partons d'abord des étudiants, c'est sûr que... tu sais, c'est comme, je veux changer ma vie, là, je change ma vie, ça c'est quelque chose là, qui est très, très, très présent, très moderne ce temps-ci, mais il faut vraiment le vouloir, puis être prêt à s'investir pour changer notre vie, parce que c'est d'abord en soi qu'il faut la changer. Sinon, même, on peut faire des changements extérieurs, laisser un couple, partir une entreprise, changer d'employeur, mais si à l'intérieur on ne change pas, on va arriver au même résultat quelques mois ou quelques années après. Je dirais que chez les étudiants, oui, c'est des changements qui sont présents. Je vois des personnes qui étaient très rationnelles de l'hémisphère gauche, sont senties appelées vers SEM et aujourd'hui travaillent soit à plein temps parce qu'ils se sont partis une entreprise en médecine énergétique ou parce qu'ils ils font ça à temps partiel. Ou, il y a quelque chose dans leur philosophie de vie qui a changé aussi. Le regard... Tu parles des étudiants? Oui, c'est ça. Mais au niveau de la clientèle de ces étudiants-là, eux autres, ils enseignent ou ils... Non, ce sont des soins. Okay. Ce sont des accompagnateurs. C'est ça. Ben, c'est des anecdotes sur ce point de vue-là que j'aimerais... J'en aurais pas beaucoup parce que moi, un coup que mes étudiants sont diplômés, ils s'en vont comme n'importe qui a un diplôme d'infirmière ou dans la nature, comme on dit. Okay. Par contre, on a un système, on a une organisation sans but lucratif, l'association SEM,
par lequel les étudiants peuvent rester accrochés, les diplômés, membres, et justement se revoir et partager. Puis on demeure toujours ouvert à accompagner les diplômés tout au long de leur vie s'ils veulent pour avoir de l'aide. Donc, ce qui se passe avec leurs clients, nous, on les voit plutôt quand ils sont en formation pendant l'année ici. Après ça, ben, c'est ceux qui ont un serment de discrétion qui prêtent aussi. Donc, on ne se raconte pas ça dans les soirées, bien sûr. C'est ça. Alors ça, c'est important parce que s'il y a des dossiers, tout est très légal aussi de ce côté-là. Les anecdotes sont plus comme parfois des choses dans les cours de SEM où il se crée des liens d'amitié qui sont puissants, des liens, même parfois, je dirais, c'est arrivé de l'amour qui est né aussi entre les personnes, mais aussi beaucoup d'humour. Et je me souviens, l'anecdote, il y en a plein, là, puis dans les voyages ateliers, c'est sûr, mais moi je l'appelle Madame Ticket, on s'en allait en stage, les étudiants sont un peu nerveux parce qu'à la fin, on part en région. C'est pas rare que je rencontre des étudiants qui n'ont jamais sorti de leur patelin, Montréal ou bon, peu importe. Et là, je les amène, moi, je les amenais à Havre-Saint-Pierre, en Mingani, ou en Gaspésie, où on s'en va, ou Sainte-Luce dans le bas du fleuve et tout ça. Alors, il y a comme une inquiétude, puis avec qui je vais coucher, puis comment ça va être, puis bon, l'hébergement, qu'est-ce qu'on va manger, puis la température, et des petites choses qui font justement de la confiance en SEM, ça nous aide à développer de la confiance. Et elle, cette étudiante-là, partait pour le stage, puis elle arrive avec, on l'avait appelée Madame Ticket, elle s'était apporté des petites bottes de couleur, des petites bottes à eau, comme les enfants, mais une paire de roses, mais avec rose gomme, tu sais, il faut le dire, avec un petit chandail, avec des papillons roses, puis des affaires, la petite veste qu'elle avait avec, une paire de bottes jaunes, puis une paire de bottes bleues, puis elle était, tu sais, Madame Ticket. Alors, on a quand même beaucoup d'humour à l'intérieur de ça. Pour ce qui est des résultats de ces soins-là, ben, je pense que les gens, justement, quand ils font SEM, reçoivent eux-mêmes des soins, donc peuvent sentir le mieux-être. C'est d'abord un état de détente profonde et un état qui nous permet de relâcher. On le retrouve ça en Reiki. La différence avec SEM, c'est que ça va être beaucoup ciblé. L'étudiant va aller, un peu comme un médecin, poser un diagnostic, attention, énergétique. Okay? Donc, de blocage et de choses. Et il va avoir étudié beaucoup pour arriver là. Il va avoir développé beaucoup ses facultés aussi, mais son ancrage. Et apporter de la lumière, c'est le cas de le dire, pour pouvoir dissoudre, que l'énergie circule mieux. Alors, quand l'énergie vitale circule mieux, ben, on comprend que aussi au niveau de la santé physique, ça aide à ce niveau-là. Puis, il y a un autre phénomène qui se passe, c'est que ça éclaire l'esprit. Tout à coup, on commence à se voir aller. Alors, les gens qui reçoivent des soins, c'est souvent ce qu'ils vont nous mentionner. Au bout de 3-4 soins, parce qu'ils peuvent avoir certains soins, c'est une fois par mois. Il y en a d'autres, ça peut être aux 2 semaines. Bon, c'est pas comment je dirais, c'est pas une productivité, il faut y aller tranquillement. L'énergie, il faut que le corps intègre, la pensée aussi se transforme au niveau cognitif. Donc, on voit plus clair quand je sais ça. Donc, on voit plus clair dans nos pensées. Puis, on commence à apprendre aussi, pour les étudiants, puis ils peuvent l'enseigner à leurs clients, comment se dissocier un peu avec nos pensées alarmistes, nos peurs et nos insécurités aussi. Prendre un recul, se sortir de l'arbre qui est le problème pour voir la forêt. Donc, il y a ça, c'est sain. Donc, ça va travailler beaucoup sur l'intérieur. Et de là, mais le corps physique va en bénéficier. Et là, moi, c'est mon dada parce que je suis infirmière. Donc, tu sais, je vois. Alors, quelqu'un, par exemple... Tu vois des résultats. Oui. Quelqu'un, par exemple, qui a une maladie chronique, tu sais, jamais qu'on va dire jamais, 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 parce que nous, on travaille en étroite collaboration avec la médecine traditionnelle. Alors, jamais qu'on va dire à quelqu'un, « Hey, je vais te guérir » ou « Ouais, c'est ça » ou c'est magique, là, une fin de semaine, puis là, tu as 2 soins, puis tu vas être bien. Non, il faut prendre le temps et suivre le rythme. Parce que l'énergie, il y a une chose qu'elle peut vraiment promettre, c'est d'accompagner. Des fois, c'est des soins qui vont accompagner les gens dans des passages difficiles de la vie.
ça ne veut pas dire que si la personne est en train de divorcer, c'est super difficile, qu'elle va avoir des soins, puis ça va se recoller, non? On se comprend, c'est pas ça. Ça va l'aider à traverser l'étape avec une conscience différente, puis à prendre soin de son ancrage, puis à être moins dans ses émotions à travers les soins, amène beaucoup d'aide au niveau de la conscience. Ouais, quand tu dis l'accompagnement, ça veut tout dire... Oui. Et que si on parle de maladie physique, bon, donc on peut donner des soins à des gens qui ont des pathologies chroniques, qui ont de la sclérose en plaques, des choses comme ça, des gens pour accompagner le cancer. Et qu'est-ce que ça va faire? Tu sais, la personne qui a le diagnostic de cancer, puis qu'elle a tout fait, mais qu'elle, la vie l'amène à quitter la planète, elle va recevoir du soutien. Ça va l'aider à avoir de la sérénité, à régler ses affaires avec plus de calme, etc., etc. Et pour l'autre, ben, il y a toujours les miracles que la vie amène aussi, parce que c'était pas le temps de partir. Donc, il y a comme, je dirais, une résurrection, une prise de conscience importante. Et il n'y a pas personne qui est à l'abri de ça. Ni moi, ni personne d'autre, parce que ce sont les épreuves que la vie nous amène pour nous aider à nous transformer, puis voir plus clair, puis toujours être une meilleure personne, dans le fond, tu sais. C'est ça, hein. Puis... il y a tellement de brouhaha, puis le taux vibratoire de la planète augmente. Bon, je sais pas, tu sais, il y a des gens qui peut-être comprendront pas mon discours dans le taux vibratoire. C'est que il y a un champ énergétique autour de la planète, bien sûr, puis lui, tout est uni dans le cosmos et sur la Terre, et quand il y a des influences extérieures, bien sûr, ça vient ébranler le champ, comme quand nous-mêmes, hein, on est ébranlé par les émotions des autres qui nous rentrent dedans. Ou, ben, la planète l'est, mais nous, on habite la planète, alors il y a comme on est, passez-moi l'expression, on est shaké. Hein? On est shaké, puis là, on essaye, qu'est-ce qu'on fait quand on perd les pédales? On essaye de contrôler. Et on prend beaucoup d'énergie pour contrôler. Donc, à beaucoup contrôler, on perd le contrôle. Et c'est là que le lâcher-prise a toute sa place, parce qu'on doit apprendre à lâcher prise. Dans le reste, on va jaser sur ton livre, c'est marqué « S'ouvrir à la connaissance de soi ». Ah, j'adore ça. J'ai fait une page sur le web, ça s'appelle « Se connaître soi-même ». Puis ton livre, c'est « Le temps du lâcher-prise ». Peux-tu nous mettre en contexte comment ça t'est venu, puis comment tu as mis ça dans la matière? Alors, le livre « Le temps du lâcher-prise », je l'ai écrit en 98. Il a été publié en 98 et depuis ce temps-là se promène. C'est suite à mon expérience du début des années 90 où j'avais tout perdu. C'était le mot « détachement » qui me venait. Je me souviens, quelques années, autour de ce moment-là, une personne m'avait offert le livre tibétain de la vie et de la mort. Et c'est une grosse brique quand même assez épaisse. Et il y a un mot là-dedans, plusieurs, mais un entre autres qui m'avait vraiment touchée, c'était le mot détachement. Puis je me posais la question, mais c'est quoi le détachement? Se détacher, moi je pensais que c'était, ouais, se détacher de ton père, de ta mère, de ta maison, de ton compte de banque, bon, en tout cas, peu importe, là. Depuis, j'ai découvert que oui, il y a le détachement de tout ça, c'est sûr, parce que des fois, on a à apprendre une autonomie, on a besoin de voler seul, tout ça. Mais ce qui est le plus difficile, après les années, j'ai observé beaucoup, c'est le détachement de nos croyances, de nos habitudes, de ce qui est ancré à l'intérieur de nous, des valeurs, des choses qui ne font plus nécessairement corps avec notre mieux-être, notre bien-être. Et c'est le détachement de ça est encore plus difficile que se détacher d'un compte de banque et d'une maison. Et je pense que la vie m'a amené dans l'expérience du lâcher-prise au début des années 90, en m'enlevant tout ce que j'avais travaillé fort pour ça, comme la plupart des gens, bien sûr, pour justement que je me penche sur ce fameux lâcher-prise-là. Qu'est-ce que c'est ça, le lâcher-prise? Et en bonne infirmière, quand ça m'est arrivé, cette perte là, sur 6 mois, où je suis retrouvée toute seule avec mon chien, point à la ligne, mes amies infirmières m'ont fortement invitée à aller consulter en psycho. Puis dans ce temps-là, au début des années 90, tu allais consulter en psycho, c'est parce que c'était écrit folie, tu sais. Même les infirmières, on n'y allait pas, c'était pas. Aujourd'hui, c'est in avoir ton psychologue, mais pas dans le temps. Alors, j'ai eu une dame extraordinaire que j'ai rencontrée pendant 9 mois, le temps d'une grossesse. Et c'était pas voulu, mais c'était comme ça.
Et elle me disait souvent, Dolores, lâche prise. Puis à cette époque-là, il n'y avait pas de littérature, il n'y avait rien, en tout cas pas au Québec. Il y avait Guy Fenley aux États-Unis qui avait déjà écrit quelque chose. Et j'avais réussi à mettre la main, mais je ne comprenais rien de ce qu'elle avait là-dedans. Je trouvais que c'était une lecture qui était lourde. Désolée Guy, mais c'était compliqué parce que j'étais souffrante, j'avais besoin de quelque chose de plus simple, alors j'ai mis ça de côté. Et elle me disait toujours lâche prise, Dolores. Puis je lui disais comment on fait ça? Elle me répondait toujours la même chose. Va voir en toi, tu vas trouver comment lâcher prise. Bon. Je suis partie de là au bout de 9 mois, je ne savais pas toujours comment lâcher prise. J'avais travaillé des choses, j'avais travaillé l'abandon, la colère que j'avais découvert en moi, en bonne petite fille, mais qui n'en a pas. Hein? Donc la colère peut-être de ne pas avoir une famille comme les autres, bon, en tout cas, peu importe, d'avoir été adoptée, des choses comme ça. Des fois, il y a la colère aussi très subtile d'être dans ce corps-là, sur cette planète-là, ça ne nous tente pas toujours. T'sais. Des choses que... on n'apprend pas quand on est jeune, parce que c'est pas des enseignements, nous, c'est plus oriental, tous ces enseignements-là, mais quand on découvre ça à 40, 50 ans, des fois, il faut rechoisir de s'habiter, hein, comme on dit, puis d'habiter la planète, puis de se réaliser. Alors, la nuit, je me levais, et ma question était, qu'est-ce que lâcher prise? Alors, je me posais la question, puis là, j'avais des pages de cahiers à nous, à 3 trous, et j'écrivais tout ce qui me venait. J'écrivais la nuit, tranquillement, j'écrivais ça. Puis je gardais ça pour moi. Et un jour, une amie, j'avais une centaine de pages d'écrits. Alors, j'ai pensé de lui partager ce que j'avais écrit. Ben, elle m'a dit, tu devrais publier ça. J'ai dit, tu es folle, toi? J'ai dit, moi, je parle de là-dedans, de moi. Puis moi, j'avais la peur du jugement, tu sais. Alors, je parle de moi, de mes expériences, et tu sais, j'ai honte, j'avais même fait faillite, j'ai été obligée de faire faillite dans cette expérience-là, puis j'avais même pas couru après ça, j'avais voulu sauver quelqu'un. Ouais. Déjà, la vie est en train de m'enseigner, en m'enlevant tout, t'as rien compris de le reste, là. Tu sais, t'as essayé de sauver, puis là, t'es pas une aidante, pas du tout, là, t'as besoin de t'aider, puis apprendre qu'est-ce que c'est aider. Tu sais, ça rejoint, quand je disais tantôt, système d'aide et d'intervention en médecine énergétique SEM, là, ben, ça découle tout ça. C'est important ce que tu dis là, aidant, sauveur. Oui, oui. Une grande différence. Oui, j'ai écrit un autre livre qui est aussi un best-seller, puis je suis fière de le dire, qui s'appelle Sauveur, victime, bourreau. Êtes-vous sauveur, victime, bourreau? Ouais. Puis, tu sais, c'est important de découvrir notre... on l'est tous sauveurs, victimes et bourreaux, mais on a une dominante. Puis moi, ma dominante à moi, c'était la victime, de par tout mon passé d'abandon et tout ça, mais je l'avais caché en arrière du sauveur, qui était devenu l'infirmière pour sauver, et Dolores qui voulait sauver la planète aussi. Ben oui, ben oui. Bon. Alors, tout ça est là, tu sais. Puis j'écrivais ce livre-là, Le temps de lâcher prise. Qu'est-ce que c'est pour moi, lâcher prise? Quand je donne la formation d'une fin de semaine en lâcher prise, on prend une demi-journée juste pour définir le lâcher prise. OK. Le définir. Parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Et bien sûr, c'est ma définition, c'est ma vision du lâcher-prise. Mais je peux dire que ça fonctionne parce que j'en ai eu des gens en atelier de lâcher-prise, puis je l'applique dans ma vie tout le temps. Puis j'en ai des commentaires aussi, puis il y a des outils là-dedans. As-tu des anecdotes de lâcher-prise que tu as pris conscience, là, que... Ben, comme je disais tantôt, moi, la vie m'a amené, écoute, j'ai lâché prise à ma maison. Moi, j'avais le rêve américain, tu sais. Je voulais avoir ma maison, mon pavé uni, mes 2 autos, ma fille au collège privé. J'avais atteint tout ça, bien humblement, là, une classe moyenne, mais tout a parti. Alors, c'est une grosse anecdote, ça, je te jure, que tu te dis, je rechoisis la vie, je garde les pieds à terre, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il vient d'avoir une tornade, là. Des anecdotes en lâcher-prise, tu sais, ça peut être devant la maladie, ça peut être, bon, il t'arrive une grande épreuve, à quelqu'un que t'aimes, il arrive quelque chose de gros, puis là, il ne faut pas prendre ça sur nos épaules, il faut devenir un accompagnateur si on veut aider l'autre, là. Alors, c'est lâcher prise à notre besoin ou comme parents, par exemple, tu sais, l'orgueil de parents, de montrer que nos enfants sont les plus beaux, les plus fins, puis, tu sais, à un moment donné, il y avait eu comme une discussion dans un couple où ils devaient aller dans leur famille, puis il y avait un ado. Puis l'ado, ben, lui, il avait des jeans avec, ça revient à mode aujourd'hui, les jeans là, qui sont troués, là, tout ça.
il y a quelques années, c'était venu aussi sur le marché, puis le jeune, ben, il voulait porter ça pour aller voir sa grand-mère. Et là, les parents, ça a fait une grosse chicane par rapport que l'enfant voulait l'ado, il voulait porter ses jeans, puis les parents ne voulaient pas. Alors, c'était l'orgueil du parent, dans le fond, parce que le petit gars, il aurait été voir son grand-père, sa grand-mère avec son cœur tel qu'il est. Mais le parent avait peur d'être jugé des parents, tu sais. On a découvert ça en travaillant ça. Bon. Des choses de lâcher prise. J'ai un couple qui, c'est un premier bébé. Puis, alors, il se présente à moi, puis parce que je fais aussi la consultation privée. Il se présente à moi, puis là, ça allait pas bien après le premier bébé. Bon, c'est sûr qu'on sait qu'un premier bébé, ça change beaucoup de choses. Ouais. Mais la jeune dame, elle était comme maigrie un peu parce que elle sortait pas. Elle était à la maison et son mari lui offrait de garder le bébé, puis va magasiner, sors, va avec tes amis. Puis elle voulait pas. Alors, en travaillant un petit peu là-dedans, elle voulait pas du tout lâcher prise, là, à laisser son conjoint s'occuper du bébé. Alors, en travaillant là-dedans, ce qu'on a découvert, c'est que elle exerçait un contrôle. C'est comme si on s'imagine qu'il y a juste nous autres qui peut prendre soin de telle manière ou de faire les choses de telle manière, puis par peur que les autres le fassent autrement, mais le fassent aussi bien, ben on va garder un contrôle, puis on perd notre énergie, parce que là, ça prend beaucoup d'énergie pour garder le contrôle. Alors, qu'est-ce qui était arrivé? C'est que son mari y avait offert, puis il avait dit non. Puis ben, lui, à un moment donné, il a commencé à prendre une distance, puis il est allé jouer au golf. Ouais. Parce que de toute manière, c'est comme il s'est senti comme exclu avec l'enfant. Et ben là, le couple aurait pu comme se disloquer, comme on dit. Hein. Je pense qu'ils sont arrivés à temps pour se rendre compte de ce qui se passait. Alors, le lâcher prise, là, puis le contrôle, là, ça peut faire beaucoup de ravages, le contrôle. Mais les gens ne voient pas. Tu sais, il y a une différence entre le contrôle puis la maîtrise de soi. Oui. Hein? Le contrôle, si je veux un objectif, c'est mon ego qui est là, par peur, par insécurité, tous des beaux motifs justifiables par l'ego. Alors que la maîtrise, c'est t'écoutes ton âme, t'écoutes tu te tais dans ta tête, puis t'écoutes ton chemin en dedans. Alors ça aide à nous dépasser dans des difficultés ou à mieux communiquer aussi. On peut-tu dire que... je t'écoute parler, puis on peut-tu dire que pour lâcher prise, il faut comprendre la situation? Comment tu veux lâcher prise quand tu ne sais pas ce que tu vis? Ben, je pense que... Moi, il y a une question que je dis à mon monde. Va voir ce que la situation veut t'enseigner. Qu'est-ce qui fait que ça arrive dans ta vie? Qu'est-ce que ça veut t'enseigner? À partir de là, si la personne, elle a l'accueil de tout simplement se dire j'accueille qu'il y a une expérience qui ne me plaît pas dans ma vie, je la comprends pas, mais elle veut sûrement m'enseigner quelque chose. Alors, s'il y a cette ouverture-là, cette souplesse-là, déjà, clairement, c'est quelque chose qui va aider la personne. Puis des fois, on a besoin d'aide un petit peu pour voir clair. Mais des fois, ça nous vient. On prend le temps de méditer, d'écrire, de s'arrêter. Puis il peut y avoir des pistes de solutions qui nous arrivent. Ouais. Au départ, c'est que si je me mets à moi, admettons que je vivrais. Au départ, je vis quelque chose que je me sens pas bien là-dedans, que je suis pas. Un inconfort. Ouais, il y a quelque chose qui marche pas, là. Oui, il y a de l'inconfort. C'est au départ. Mais là, je sais pas, là, c'est quoi, là. Je sais que ça fait pas mon affaire, mais tu sais, c'est flou, on va dire. Mais ça, là, je vais en prendre conscience. Prendre conscience qu'il y a quelque chose qui va pas. Comment tu veux que je lâche prise si je ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de vivre? Donc, comme tu dis, avec l'aide que tu as apportée à cette madame-là, ben, elle a compris sa mécanique. Sa mécanique, ouais. C'est justement, ben, à ce moment-là, elle peut, oui, OK, elle arrive chez eux le soir, puis au lieu de dire, elle va dire à son mari, oui, OK, je sors ce soir. Oui. C'est une guérison, ça, là. Oui, okay. C'est un pas en avant, c'est une libération, mais là, à ce moment-là, pour reprendre l'expérience du couple, c'est qu'il y avait un apprentissage dans le couple à faire, de permettre la souplesse. Hein? Il y avait de la rigidité de pensée, là.
structuré, peut-être parce que l'éducation qu'un et l'autre on reçoit, on vit pas les mêmes expériences, puis après ça on arrive en couple et on est convaincu de la façon que les choses doivent se faire, avec tout le bien fondé, chacun. Hein? Et sauf que si c'est pas la même version, ben là il peut y avoir conflit. Quand on se rend compte qu'il y a un inconfort, on peut aller voir, descendre et dire où est le conflit? À quoi je résiste? La question est là. À quoi je résiste? Je résiste à m'abandonner. Je résiste à aller dans une direction. Tu sais, c'est des mots simples qu'on peut se dire. Qu'est-ce que ça veut m'enseigner? À quoi je résiste? C'est des mots de vocabulaire super simples, mais juste de se les répéter, puis à un moment donné, il y a des choses. Oui, il y a des choses qui montent, il y a des indices. Si on veut, là, on est capable de faire un bout tout seul. Ça veut dire qu'en général, tout le monde, quand on sent un inconfort, c'est d'abord d'en prendre conscience qu'on n'est pas bien, puis deuxièmement, de chercher, comme tu dis, c'est quoi, qu'est-ce qui arrive, d'en prendre conscience, puis après ça, chercher de l'aide ou s'intérioriser nous autres mêmes, dire, bon, qu'est-ce qui va pas, on va l'avoir la réponse. C'est ce que j'essaie d'amener, c'est que c'est pas compliqué dans le fond. Quand on se sent pas bien ou qu'on sent un inconfort, que ça va pas bien, là, c'est de s'arrêter, puis aller en dedans, là. C'est là que ça se passe. Oui, mais tu sais, c'est subtil l'inconfort. Hein? Bon, d'abord, on va s'habituer à notre inconfort. C'est subtil, mais ça fait mal. Oui, mais on peut s'habituer à notre inconfort. Oui. Par inconscient, on va s'empêcher de descendre dans l'inconfort. Alors, on va s'étourdir. On va s'étourdir comment? On peut s'étourdir avec de la musique, avec des activités, du travail, du sport, de la drogue, de l'Internet, n'importe quoi, là, tout ce qui peut nous éloigner, hein, nous permettre de nous éloigner de cet inconfort-là. Et quand on le sent, parce que le mot inconfort dit « je suis pas bien », donc on repousse ça. Bon, par contre, la personne qui commence un travail de cheminement personnel, elle va commencer à sentir ses inconforts. Et en général, parce qu'elle le choisit, elle veut choisir son mieux-être, elle va commencer à se poser des questions. C'est pas le cas de la personne qui n'a pas ouvert encore, qui a pas, tu sais, qui est métro, boulot, dodo, comme moi. J'en avais eu des signes avant, mais je les ai pas entendus. Tu n'étais pas prête. J'étais pas prête, je voulais pas. J'étais dans le contrôle. Tu sais, je voulais pas perdre. Je comprends ça. Je comprends ça, je suis d'accord avec toi. Chacun son temps, chacun son rythme. Mais je parle d'une personne qui vraiment, là, qui sent un inconfort, puis qui aime pas ça, là, puis qui veut s'en sortir. C'est sûr que si la personne elle veut garder le contrôle, comme tu dis, oublie ça, là, elle peut pas, mais je parle en général pour le public. Quand tu n'es pas bien, ben, va voir qu'est-ce qui va pas. Tu n'as pas besoin d'aller dans un psychologue ou aller à Paris pour ça, là. C'est juste au moins de regarder que ça va pas, là. Il y a une autre question qu'on peut se poser. Est-ce que je suis heureux ou heureuse dans telle situation? Tu sais, il y a un inconfort, je ne sais pas c'est quoi. Je ne suis pas bien. Je peux pas. C'est pas clair, là. Je file pas ce temps-ci. Bon, OK, ça peut être une réaction à la lune, là, mais si ça persiste en quelque part, ben, je dois aller voir. Alors, ça peut être dans mon travail, ça peut être dans mon couple, ça peut être dans mes relations familiales, mes relations sociales. Il y a un inconfort, il y a quelque chose qui ne va pas. Si je me pose la question, est-ce que je suis heureux ou heureuse dans mon travail? Puis là, je mets une question qui par oui ou par non. Il va laisser venir ce qui vient, parce que l'ego va tout de suite donner ce qui lui plaît. Hein? L'ego est avec le mental, puis il va dire ce qu'on veut entendre. Mais si je suis à l'écoute intérieure, je me pose la question, est-ce que je suis heureux ou heureuse dans mon travail? La réponse, c'est qui vient, c'est non. Je l'accueille, la réponse. OK? C'est non. Là, ça peut ouvrir une porte. C'est des questions qu'on doit se poser. Je pense que quand on est rendu là, c'est parce que vraiment, on est prêt. Peut-être pas. Moi, je n'étais pas prête. J'étais pas prête, on va plonger dedans. Mais tu posais ces questions-là même si tu n'étais pas prête? Il y avait un inconfort qui était là, mais je la masquais tout le temps, tu sais, j'avais comme pas le temps, c'est ça. J'avais pas le temps pour regarder ça. On passe à d'autres choses, tu sais. Oui, mais tu te posais pas les questions, à ce moment-là. Je me les posais, mais je n'écoutais pas les réponses. OK, c'est bon. Je n'écoute pas les réponses parce qu'on a peur. Oui. Soit qu'on se pose pas les questions parce qu'on veut pas les réponses, puis
Puis là, on s'étourdit. Ou on se les pose, puis on les écoute pas non plus. Mais c'est bon, un bon gin de temps en temps, là, tu sais. Oui, il faut avoir un équilibre en quelque sorte. Oui. T'es taquine, là. Voilà, c'est ça. C'est un équilibre qui est là. Et moi, je me dis au moins 2 fois par année, on devrait se poser des questions. Dans le livre Passeport pour l'équilibre que j'ai écrit, ce livre-là, je l'ai écrit après le temps de lâcher prise parce que je voulais écrire un livre qui pouvait être accessible aux gens qui voulaient faire un chemin par eux autres puis qui n'avaient pas le moyen de se payer une thérapie. Il y a plein de questions qui est là-dedans. Comment tu l'appelles, ce livre-là? Le temps de Passeport pour l'équilibre. OK. Il est publié chez bon, Québécois. Oui, c'est un bon livre, mais il favorise l'autonomie de prise de conscience. Mais moi, c'est ce que j'essaie de partager. Ah. Puis c'est important parce que c'est ça, c'est pas monsieur et madame tout le monde qui peut se payer puis qui ont des assurances pour se payer de la thérapie. Mais ce livre-là, il est quoi, une vingtaine de dollars, puis tu peux écrire dedans, tu peux l'avoir longtemps, tu sais, c'est comme il y a vraiment des questions profondes, puis il y a des outils aussi. Mais c'est des questions qu'il faut se poser quand ça va pas. Et là-dedans, c'est un support et un soutien, bien sûr, pour aider les personnes qui vivent des tournants difficiles, là, ou qui ne sont pas heureux, tout simplement. Parce que le bonheur, il vient de l'intérieur, bien sûr. N'est ce point, mon cher ami Clermont. Alors, c'est un peu... Dans les livres que j'ai écrits aussi, j'en ai écrit un sur l'argent et l'abondance, parce que, bien sûr, après avoir fait faillite suite à avoir voulu sauver quelqu'un, je me suis posé beaucoup de questions sur la place que ma relation avec l'argent dans ma vie. Et j'observais autour de moi beaucoup de belles personnes aussi que je rencontrais et qui avaient une misère noire avec l'argent. Et ça m'a amené beaucoup à continuer la réflexion que j'avais amorcée avec Passeport pour l'équilibre parce qu'il y avait déjà des questions à ce niveau-là dans les systèmes de croyances, ceux qui étaient à l'intérieur de moi, mais qui sont souvent pas mal les mêmes dans une population donnée, où on a l'inconscient collectif entretient aussi certaines croyances similaires, même au niveau des régions, hein, ça peut être régional, et aussi un peu plus ça global. Se suit, hein? Oui, comme on sait qu'au Québec, on a un petit point commun d'une difficulté à se reconnaître personnellement. Mais si on regarde notre histoire générale au Québec, le peuple fondateur a été des gens qui ont manqué de reconnaissance, ils n'en ont pas reçu. Ils ont été comme expédiés ici pour plusieurs. Et c'est cette génétique-là qui coule dans nos veines au niveau émotionnel. Il y avait beaucoup des gens qui étaient exclus, des gens qui manquaient d'estime d'eux, on les envoyait ici parce que, bon, ils étaient comme de trous ailleurs. C'est pas toute la population des premiers colonisateurs qui étaient comme ça, mais il y en a eu suffisamment pour laisser une trace. Et encore aujourd'hui, on porte cette génétique-là à l'intérieur de nous, un peuple qui avons de la difficulté à se reconnaître, qui manquons d'estime, qui manquons de confiance aussi en soi. C'est dans les dernières générations qu'on commence à voir chez nous un éveil de notre potentiel, de l'accepter aussi. Il y a des grands créateurs ici, il y a des grands chanteurs et ça commence tranquillement à s'exporter à l'extérieur. Mais lorsqu'on a une blessure de non-reconnaissance, comment on peut se mettre sur la scène? Comment on peut, en quelque part, croire en soi? Hein? I believe in you, oui, ok, je crois en toi, mais toi, est-ce que tu crois en toi? C'est une grande question. Alors, on vient au monde dans des endroits du monde où notre âme a choisi aussi de nous placer pour nous aider à remplir notre mandat qu'on s'est donné pour venir ici. Hein? Je suis d'accord avec toi là-dessus. Moi, c'est peut-être imagé, c'est ma façon de voir les choses, puis de donner un sens à ma propre vie, puis d'aider les autres à trouver un sens à la leur. Puis je me dis, et si c'était vrai, en autant que ça fait du bien, est-ce qu'on appelle ça un effet placebo? Bien, si c'est un effet placebo et que ça fait du bien, ben pourquoi pas? Ça permet de diminuer le stress, ça permet de mieux comprendre, donc ça améliore la santé, l'équilibre. Merci beaucoup, puis encore, tu sais. Alors, tu sais, c'est faut pas mettre les choses compliquées ou est-ce que c'est simple, là? Non, c'est bien important. Alors, au niveau de l'argent et de l'abondance, j'ai même un carnet là-dedans, je me dis des petits miracles qui sont arrivés dans ma vie à un moment donné où il n'y avait comme plus rien, tu sais.
Puis oui, aide-toi, le ciel t'aidera, mais le ciel a apporté des clins d'œil pour me donner la confiance. Parce qu'il fallait me reconstruire par moi-même. Tu sais, si le ciel m'avait envoyé un gros million qui vient de la loterie, j'ai rien contre ça, parce qu'il faut tout ouvrir les créneaux à l'abondance, j'aurais peut-être pas tant pioché pour trouver en moi qu'est-ce qui bloquait cette abondance-là, cette venue à moi de réponse à mes besoins par le niveau financier, puis ma relation avec l'argent, alors que je viens d'un milieu très modeste où l'argent n'était pas tellement bienvenu. J'ai pas grandi là-dedans. Moi, j'ai appris à vivre avec le manque. Et quand j'étais chez les religieuses comme directrice, j'ai appris à gérer le manque. Parce que si les gens savaient ce que l'imaginaire collectif entretient qui est faux dans les congrégations religieuses, c'est pas riche. Alors, on ne parlera pas des fondations qui sont en lien avec les gouvernements, on parle de la communauté elle-même, de ces femmes-là, l'abnégation de soi et qui se passent les vêtements entre eux autres et qui ont des petits budgets et tout ça. Alors, moi, j'ai appris à gérer le manque vraiment pour compter si on en avait assez pour les médicaments. Est-ce qu'on peut se permettre ça? Est-ce qu'on peut ça? Est-ce qu'on peut ça? Alors moi, je viens d'une terre où j'ai appris le manque dans ma vie et on m'enseignait l'insécurité par rapport à ça. Puis chez les religieuses, j'ai appris à le gérer. Et aujourd'hui, clairement, je me trouve bien chanceuse d'avoir tout vécu ça parce que j'aurais pas été capable de gérer l'Institut. Parce que quand tu crées un institut comme moi, un projet d'entrepreneuriat, il faut dire, au début, c'était enregistré, dans un domaine non reconnu, où il y a toujours une épée de Damoclès sur ta tête, parce que tu ne sais pas si tu vas te faire juger, si tu vas te ramasser inopinément devant des caméras où on va te descendre alors que tu as juste voulu aider. Je comprends qu'il y en a des charlatans, mais il y a des gens qui font du beau travail aussi. Alors, ça prend, je me donne une note de 10 sur 10 pour avoir du courage et d'avancer là-dedans, après toutes ces années-là, de la structurer, mais de la faire vivre aussi. Et si je n'avais pas appris à gérer le manque, aujourd'hui, elle n'existerait pas. Mais elle est solide parce qu'elle a été créée goutte à goutte et goutte à goutte. Et en quelque part, c'est... Les bonnes fondations. Oui, ça a été long, les fondations, parce que ça a été fait avec des outils qui étaient très modestes et pas avec la grosse... Si ça avait été ça que la vie m'a donné, tant mieux, merci beaucoup, mais c'était pas ce que j'avais. Mais malgré que j'avais des petits outils, j'arrivais... Tu sais, en Inde, ils ont des petits outils, puis bon, ils vont quand même construire des choses. Puis ils sont joyeux, puis ils sont heureux, puis ils ont les yeux brillants là-dedans. C'est la même chose. T'sais, on peut faire des gros châteaux avec des gros outils, mais c'est vide à l'intérieur. Mais ici, il y a une âme à l'Institut, c'est bien sûr. En parlant d'Institut, en terminant, Dolores, c'est les gens qui écoutent ça, qui veulent te rejoindre, peuvent te rejoindre. Comment? C'est sûrement sur un site web? C'est sûr, le site web, c'est Institut Dolores Lamarre, facile à retenir. Et non, c'est institutdlplus.com. Okay. Mais plus simple que ça, dans Google, notre ami Google, alors les gens, ils vont juste écrire Dolores Lamarre et ça va tout sortir, tout ce qui est autour de moi, l'Institut, les livres. Bon, ça fait plusieurs années que c'est nourri. Alors, j'ai observé que c'est une porte qui est assez facile. C'est un bon outil de marketing. Oui, c'est ça. Alors, puis c'est ça, les gens peuvent t'appeler, puis... peuvent communiquer. On a ici des gens à l'Institut qui sont là. C'est des formateurs, ça fait plusieurs années. Des formateurs en différentes disciplines avec moi. Plusieurs années qui travaillent avec moi. Et vont prendre le temps justement d'écouter, de répondre aux questions, de répondre aux questions s'il faut. Alors, on est présent. Tu es sur LinkedIn? LinkedIn, Facebook. Facebook, il y a plusieurs pages qui sont là. Une pour l'Institut, une personnelle à moi. Une page pour le programme SEM uniquement aussi, bien sûr. De toute façon, je vais tout marquer ça sur mon site web. Et en bas du vidéo qui va être sur YouTube. En terminant. Oui. Petite dernière question. Oui. Si tu avais un message pour les gens, ce serait quoi?
de se repositionner pour le mot vivre, avec un V majuscule, tu sais. De temps en temps, comme je disais tantôt, peut-être une couple de fois par année. L'automne, puis à la fin de l'hiver, se poser des questions sur où j'en suis, moi, en tant que personne, par rapport à ma vie. Qu'est-ce que je veux? Hein? Qu'est-ce que je veux? Pas ce que mon mari, ma blonde veut, pas ce que mes enfants, dont je les aime, sont fins, sont beaux. Puis c'est pas parce que je vais me poser cette question-là que s'il va y avoir de la discorde. Mais savoir qu'est-ce qu'on veut, c'est super important. Puis après que je me suis vraiment dit la vérité, ben peut-être de me dire, mais qu'est-ce qui fait que je ne vais pas dans cette direction-là? De quoi j'ai peur? Puis tu sais, de faire ce chemin-là tout doucement, comme tu disais tantôt, au rythme de chacun, mais au moins d'être vrai avec soi, d'être authentique, de se poser la question, puis, parce que l'humain a peur du changement. Ouais. L'humain veut le bonheur, et il veut la facilité, il veut le confort, mais il a peur du changement. Puis c'est vrai que c'est en identifiant ce qui bouge dans notre vie, puis qu'on essaie de contrôler, ça, c'est l'indice pour trouver le bonheur. Alors, si je sens que ça bouge aussi à l'intérieur, et je me pose la question dans cette direction, qu'est-ce que je veux? Ben, il va y avoir du travail qui va pouvoir être accompli, parce qu'on arrive toute seule sur cette planète, et on repart tout seul. C'est dur, ça, qu'est-ce que je dis là, mais c'est un grand principe du lâcher-prise, c'est savoir se détacher. Savoir se détacher des attentes qu'on a envers les autres, savoir se détacher des attentes envers soi. Cesser de créer des attentes aussi. Savoir se détacher de l'angle avec lequel on regarde toujours des situations et qu'on ne veut pas changer notre regard parce qu'on a peur de voir d'autres choses. Savoir se détacher de ce qui en nous pousse à agir d'une telle manière, alors que c'est même pas nous autres, c'est basé souvent sur des croyances. Et, Ouais. hein, c'est ça. Savoir se détacher de nos conditionnements sans réfléchir, où on s'en va dans des directions comme si on est conditionné comme un robot. Et il n'y a pas le bonheur là-dedans. Hein? C'est comme savoir se détacher de quelque chose que je dirais qui est super important, Clermont, c'est de l'attitude intérieure avec laquelle je regarde ma vie. Je regarde l'événement de ma vie. Est-ce que je le vois en victime? Est-ce que je le vois dans une boîte à moitié vide? Si c'est ça, transférons-le dans la boîte à moitié pleine. Oui, c'est une image, mais grâce à l'image, le cerveau va apprendre à voir les choses autrement. C'est sûr qu'il faut le répéter puis le travailler, mais la perception, se rappeler que tous les événements qui nous arrivent, on les perçoit à partir de nos lunettes intérieures, à partir de nos blessures, et toutes les habitudes et les comportements qu'on a pris pour pas souffrir, parce que l'être humain n'aime pas souffrir. Alors, savoir se détacher, je dirais, de nos perceptions aliénantes qui nous empêchent de voir clair et d'être vrai avec soi. Parce que, tu sais, on dit toujours, il faut être vrai avec les autres. Ce qui est plus difficile, c'est d'être vrai avec soi. Avec soi, Tu sais, tantôt, tu vas prendre ta voiture, tu vas peut-être t'en retourner dans le beau coin de la Gaspésie que j'aime tant, c'est chez nous, tu penseras à moi. Puis peut-être qu'il y a quelque chose qui va monter, tu vas penser à quelque chose, tu sais. Puis là, on le laisse partir, puis, mais, tout à coup, il revient, tu sais. C'est peut-être de le récupérer, puis de dire qu'est-ce qui fait que ça vient à moi, puis je repense à ça, puis qu'est-ce que ça veut m'enseigner. Hein? Y a-t-il quelque chose que je veux, puis que je me donne pas le droit ce temps-ci, que j'ose pas, que. Alors, tu sais, c'est une grande réflexion, c'est du travail, mais en même temps, c'est du bonheur. Que chacun de nous puisse se déposer de temps en temps dans l'année, s'intérioriser, aller chercher en dedans, pour aller chercher un peu de joie là-dedans, là, de plaisir de vivre, comme tu dis, au lieu de survivre. Oui, dans une, ça serait ça, au moins une sphère de notre vie. Comme je disais, on peut le regarder dans le travail, dans le couple, dans les relations avec les enfants, la famille, bon, l'argent, peut avoir la sexualité, les loisirs. Mais bon, pas obligé de tout faire l'éventail au complet. Justement, dans le passeport pour l'équilibre, j'ai fait un petit tableau là-dessus.
pour voir de 0 à 10, évaluer Ouais. nos affaires puis se repositionner. Bon, ça peut être un jeu, mais ça nous fait faire des prises de conscience, en tout cas, c'est ça. Parce que la vie, ouais, c'est un jeu, mais c'est un jeu de conscience. C'est un jeu de conscience et on nous a pas enseigné ça. Puis, on nous a enseigné plutôt à se protéger, puis pendant qu'on se protège, on ne s'ouvre pas. Hein? Et on le sait que quand on se réalise, ça fait du bien, c'est merveilleux. Alors ça, c'est ce que je souhaite à tout le monde, de se donner le droit de plonger à l'intérieur, se rencontrer, puis de se laisser guider pour s'ouvrir comme un lotus qui prend sa place. Et là, le bonheur, il n'est plus juste à l'intérieur, il est aussi à l'extérieur. Ouais. C'est complet. Voilà. Dolores, je te remercie infiniment. C'était un super beau moment. Il y a eu quelques petites difficultés, mais ça fait partie de la vie, ça fait partie du lâcher-prise, la technologie étant ce qu'elle est. Bonne continuité. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.